Bienvenue dans Discussions sous les étoiles avec Oli Harmonie. Je suis Olivia, thérapeute et accompagnante en développement personnel. J'accompagne celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre leurs émotions, à se libérer des poids du passé et à retrouver une harmonie intérieure. Ici, c'est un espace où on explore ensemble les chemins de la guérison, de la conscience et du bien-être. On parle d'émotions, d'identité, de résilience et de libération, le tout dans une atmosphère sereine avec bienveillance et authenticité. Je t'invite donc dans mon univers sous un ciel étoilé à une conversation intime, un voyage au cœur de nos histoires, de nos émotions et de notre quête de sens. Prends un instant pour toi, bonne écoute, tu es ici chez toi. Pour l'épisode 4 de Discussion sous les étoiles, donc j'ai eu envie de partager avec vous mes impressions sur le musée d'ethnographie et d'histoire de la Martinique. J'avais pas spécialement prévu d'y aller, mais comme j'avais une amie de passage qui visitait la Martinique pour la première fois, donc je me suis dit, bah tiens, allons-y, ce sera l'occasion de découvrir. Et franchement, cette visite, elle a soulevé pas mal de questions, autant parce que le musée a choisi d'exposer que parce qu'il a choisi de ne pas montrer finalement. Donc voilà, c'est un petit décryptage qui est une réflexion personnelle, on va dire, une invitation aussi à penser l'histoire autrement, d'une certaine façon. Donc voilà, je vous emmène en visite avec moi. Donc le parcours a débuté avec la présentation d'une artiste martiniquaise dans le monde du cabaret. Donc sa carrière a décollé suite à un spectacle dans lequel elle apparaît complètement nue. Et donc, c'est une performance qui lui a valu d'être comparée à Joséphine Baker, où j'ai vu dans un article, il y avait des articles en fait accrochés, etc., dans un tableau, et dans l'un d'eux, elle est comparée à la Vénus noire, enfin, elle est appelée la Vénus noire des Folies Bergères. Alors, j'ai trouvé ça de très mauvais goût quand on sait que Sarah J. Bartman a été quand même utilisée comme objet d'exotisme. Elle a été exposée, euh, mutilée, et j'en passe. Donc bon, j'ai pas trop compris la comparaison. Et en même temps, si on regarde bien, c'est quand même une comparaison assez lourde de sens, et je pense pas anodine, qui interroge quand même sur la manière dont le regard en fait colonial continue de d'imposer une façon de voir les femmes noires en fait. Et ben, voilà, j'ai été étonné que même dans un espace où censé être de mémoire et de valorisation, euh, qui est ce type de comparaison en fait. J'ai pas compris. Donc bon, en même temps, c'est un parallèle quand même qui reflète assez bien le ressenti général que j'ai eu face à l'exposition. C'est-à-dire que j'ai trouvé que son histoire renvoie encore beaucoup au regard extérieur, c'est-à-dire la façon dont les gens nous perçoivent. Et puis, ouais, ça renvoie une idée de fascination un peu malsaine pour le corps noir et qui est souvent réduit finalement à de l'exotisme ou à du spectaculaire, quoi. Et je me suis fait aussi la remarque que, bon, sans vraiment savoir quel type de profil est exposé au musée, ni même s'ils ont l'habitude de présenter des profils comme ça, de Martiniquais, et martiniquaise, mais bon, je me suis dit que j'espère que les profils sont divers et variés et que ce n'est pas encore les artistes ou les sportifs qui sont mis en avant là où on aurait besoin aussi que des intellectuels et des scientifiques, des penseurs soient mis en lumière aussi, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est souvent fait, euh, et de mettre en avant un certain type de profil euh, de personnes noires ou enfin afro, de personnes afro, et je trouve que ça renforce une représentation assez
réductrice de la réussite noire. Réductrice dans le sens où c'est comme si on était un peu limité à des sphères de performance ou de divertissement, quoi, plutôt qu'à des domaines de savoir ou de pensée critique. Donc voilà, donc ça c'était la première partie de la visite et donc après débute vraiment la partie sur l'histoire de la Martinique. Ben, ça commence dans une petite salle euh, où se trouvent deux grandes toiles assez sombres et ce qui a retenu mon attention c'est que c'était d'un auteur inconnu. Je me suis dit ok. Et donc il y avait l'un des tableaux était intitulé La chasse aux esclaves en Afrique et le second tableau, Le convoi d'esclaves. Et donc, ben, le représentait des scènes de razzia avec des personnes noires armées attaquant un village. Et l'autre, ça montre des captifs, des personnes noires captives et menées par d'autres personnes noires. Et donc, et donc, c'était précisé que ces œuvres ont été commandées par la Société internationale africaine. Donc moi je savais pas ce que c'était, je connaissais pas la Société internationale africaine, donc j'ai cherché une fois que je suis rentré chez moi parce que c'était pas précisé en fait. Bon, ils ont rapidement dit voilà à l'époque où elle a vu le jour, etc. Mais sans plus, sans plus rentrer dans les détails. Et quand on cherche un peu, quand on creuse un peu, on découvre que finalement, donc la Société internationale africaine elle, pour placer un petit peu dans le temps, c'était en 1876. Et donc, cette société a été créée à Bruxelles à la demande du roi Léopold II. Et donc, elle était présentée plutôt comme une organisation scientifique et humanitaire, mais son rôle historique est plutôt trouble. Donc, c'est une société qui avait pour but officiel de favoriser l'exploration de l'Afrique inconnue, de lutter contre la traite arabe et d'apporter euh, le progrès, la civilisation, le christianisme aux populations africaines. Mais en réalité, la Société internationale africaine a surtout servi finalement de couverture politique à Léopold II pour prendre le contrôle du bassin du Congo, qui va devenir après l'État indépendant du Congo une colonie d'une violence extrême. Et comment ça s'appelle? Et la Société internationale africaine a permis aussi de légitimer, de justifier l'installation de postes commerciaux et militaires sous couvert d'être en mission philanthropique ou scientifique. Et elle a aussi participé à l'élaboration de traités avec des chefs locaux, du coup, ce qui a servi également de justification à la colonisation. Même si cette société, du coup, prétendait œuvrer pour l'humanité, on se rend compte qu'elle a plus été un outil du projet colonial belge et a participé activement à la mise en place d'un système quand même des plus brutaux que l'histoire coloniale africaine ait connue. Donc, sachant cela, on est en droit quand même de questionner le rôle de ces images et de croire que leur but n'était pas neutre et encore moins artistique. Moi, je pense plutôt que ces œuvres servaient un discours politique et idéologique. Et c'est pour ça qu'elles ont été créées, en fait. Je pense qu'on peut supposer que ces toiles ont participé à justifier les futures entreprises coloniales à l'époque, puisque Léopold II il cherche à convaincre en fait l'opinion publique européenne et les autres États qu'il est en mission humanitaire au Congo. On peut supposer aussi qu'elles ont été créées, façonner l'imaginaire des populations et créer une espèce d'indifférence finalement face à l'horreur qui allait se dérouler au Congo par la suite, à savoir le travail forcé, les mutilations, massacres de masse. Donc voilà, on présente la population de là-bas comme étant violente. Voilà, on montre une insécurité dans les villages, donc ils se présentent comme des sauveurs finalement et voilà ce qui justifie leur présence sur le territoire. Vous avez compris que c'est eux-mêmes qui créent cette situation de chaos dans le pays de la personne. Vous avez compris ça. Parce que les personnes que l'on montre sur l'étoile, qui pillent les villages,
qui mènent d'autres personnes, qui mènent des captifs hors de bateau ou je ne sais où. Ces personnes-là ont été payées pour faire ce qu'elles font. Elles ont été payées pour attaquer des villages, elles ont été payées pour acheminer des captifs d'un point à un autre. Et par qui? Je vous laisse deviner. Je pense que ces toiles-là ont aussi, d'une certaine façon, effacé symboliquement déjà les résistances africaines. Et finalement, ça a eu un effet de fragmentation, en fait, entre nous, de division. Vous connaissez la suite. Donc, ces peintures ont été commandées par cette société. Après, elles ont été exposées à Paris, dans la grande exposition coloniale lors du Salon des artistes de Paris. Ce qui a dû, je suppose, bien participer à un imaginaire colonial bien précis. Et franchement, je me demande quel impact ont pu avoir ces images à l'époque. On le constate, hein, les effets de ces images. Encore aujourd'hui, ça continue d'exister dans l'imaginaire des gens. Toutes les pensées du style, voilà, les Noirs sont violents, ce sont des sauvages, et puis l'idée d'avoir apporté la civilisation parce que c'était le chaos. Enfin, il y a toute une idéologie, toute une histoire qui a été montée pour façonner le regard des gens. Donc voilà, ça a été une stratégie vraiment réfléchie finalement. Donc c'est pour ça que c'est important d'aborder cette partie de l'histoire, même si ça a l'air un peu lourd comme ça, mais finalement on comprend que d'où viennent nos propres pensées, comme le fait que on a déjà tous entendu quelqu'un dire ah, je suis pas africain, ils nous ont vendus, ce sont des traites, euh, voilà, on a été abandonnés par eux. Donc ces idées-là ont été amplifiées, instrumentalisées dans le but de nous diviser, de nous couper complètement de nos racines, de notre terre et de nos frères finalement. J'ai fait une petite parenthèse quand je me suis demandé quel impact ont pu avoir ces images à l'époque. Mais je reviens du coup sur le parcours des tableaux jusqu'à ce qu'ils arrivent en Martinique. Donc, ils ont été exposés pour la première fois du coup à Paris. Ensuite, elles ont été présentées dans le musée des colonies. C'était précisé, donc je le redis, un lieu qui portait en grand à son fronton l'inscription à la France colonisatrice et civilisatrice. Bon, c'est pour vous donner l'idée de l'ambiance à cette époque, ok? Et d'ailleurs, ce musée a changé plusieurs fois de nom. Je pense qu'au fil du temps, ça a posé problème. Avant, c'était assumé. Donc, on est passé du musée des colonies à le musée des arts africains et océaniens, puis le musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Et aujourd'hui, il s'appelle la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Donc, on est passé de colonie à immigration. Vous avez vu comment ça a glissé doucement. Et c'est pas fini, parce que ces tableaux ont fait un passage du coup éclair en Guadeloupe. Et pour des raisons de conservation, ils ont été transférés en Martinique, où ils sont exposés actuellement. Et c'est précisé en plus qu'en 2022, des étudiants du campus caribéen des arts ont été mobilisés pour restaurer ces œuvres. Après coup, quand j'ai fait toutes les recherches, j'ai fait ah waouh, ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Franchement, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on a dit à ces étudiants? Est-ce qu'ils ont eu le choix de travailler sur ces œuvres? Est-ce qu'ils ont pu exprimer ce que ça leur faisait de travailler sur ces images? Est-ce qu'on a recontextualisé un peu l'origine de ces tableaux? Est-ce qu'ils savent? Donc, je lance un appel. Si vous êtes l'un ou l'une de ces étudiants, si vous avez ressenti quelque chose, si vous avez été touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me contacter, à partager votre témoignage. Voilà, dites-le nous, dites-le moi, parce que ce silence-là, lui aussi, ça fait partie du problème, en fait. Quand on ne dit rien, on voit des choses qui sont dérangeantes et on ne dit rien. Alors, bon, jusqu'ici, j'ai surtout parlé des deux tableaux, parce que ce sont les plus grands, les plus imposants. Mais il y avait bien sûr d'autres images, d'autres représentations dans la salle, mais à l'image de ces deux tableaux, en fait, c'était à peu près les mêmes choses. Je pense qu'il y avait une ou deux, peut-être, représentations
montrant des Européens, mais pas violents, plutôt en train de marchander, d'échanger avec des personnes noires, mais jamais violents. Donc pourquoi c'est si important? Pourquoi j'insiste un peu sur les images et sur ce que ça renvoie? C'est parce que les récits, les images ont modelé notre rapport au monde, à l'Afrique, aux personnes noires, aux colonisations. Et ça continue d'avoir un impact profond sur nos imaginaires, sur les stéréotypes, sur les inégalités raciales et culturelles. Et ne pas se poser ces questions, c'est un peu accepter une histoire racontée par le dominant, une histoire où la souffrance est banalisée, la souffrance est minimisée, et où les responsabilités sont diluées finalement. Et finalement, la vérité, elle est déformée au service d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et donc, euh, dans ces toiles, aucune personne européenne n'est représentée, alors que les grandes puissances européennes étaient au cœur des systèmes d'exploitation et du commerce triangulaire. Donc, montrer uniquement des Noirs en tant que ravisseurs, je trouve que ça détourne l'attention des responsabilités et des structures coloniales qui étaient organisées depuis l'Europe. Je trouve que c'est un choix vraiment un choix d'image qui déplace la culpabilité en orientant le regard vers des violences intra-africaines, alors que je dis pas qu'elles n'ont pas existé, mais s'il y en a eu, elles ont été amplifiées, structurées et instrumentalisées par les colonisateurs. Moi, je trouve que ce biais visuel interroge quand même profondément le rôle des musées dans la transmission de l'histoire. Parce que ce genre de récit-là, je ne sais pas à qui il sert. Qu'est-ce qu'on cherche à faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on cherche à occulter ou à rendre acceptable? Les questions sont posées. Donc, le fait que visuellement, on voit peu de personnes européennes mises en scène dans l'exposition laisse limite croire, en fait, que la traite transatlantique était uniquement le fait d'Africains eux-mêmes. Et pourtant, on sait très bien que la réalité est tout autre. Et je vous dis ça, mais dans les textes qui accompagnent les tableaux, c'est précisé en fait que les chasses aux esclaves sont menées par, je cite, des Arabes, des Africains islamisés, des Européens et des métis congolais. Pourquoi ces tableaux ne montrent que des Noirs comme bourreaux? Et j'insiste parce que ce type de représentation-là, c'est problématique à plusieurs niveaux. Déjà, comme j'ai déjà dit, ça efface la responsabilité coloniale européenne. Le visiteur est est happé par ces images. Les toiles sont grandes en fait. Les toiles font au moins 1,70 m. Bon, peut-être pas 1,70 m, mais 1,60 m et quelques sur 1,50 m. Donc elles sont énormes. Et visuellement, l'Européen est absent. Et je trouve que non, c'est trop facile en fait. Ça dédouane en partie sa responsabilité historique dans le système esclavagiste. Alors qu'on a vu que dans les textes, on évoque bien le rôle des Européens, des Arabes, etc. Mais leur invisibilité là dans les œuvres picturales, ça laisse une empreinte émotionnelle forte, plus forte que les textes, qui tend à inverser ou à brouiller les responsabilités finalement. Et puis je trouve aussi que ça renforce le récit de trahison. Voilà. L'idée là vraiment que les Africains auraient sciemment livré leurs frères, euh, ça renforce cet imaginaire-là. C'est un récit qu'on entend largement quand même dans certaines sociétés post-esclavagistes comme justification inconsciente ou consciente de la rupture avec les racines africaines, avec les origines africaines. Et ça alimente aussi une forme d'autodénigrement collectif finalement.
Donc, et puis, ouais, comme j'ai dit, il y a le choix de l'artiste inconnu ou non précisé, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça peut questionner la neutralité de la sélection muséale. Pourquoi privilégier ces œuvres visuelles-là? Est-ce que vous avez eu le choix? Est-ce que vous avez eu le choix? Et si oui, quelle est l'intention derrière cette scénographie? Est-ce que vous connaissez bien l'histoire de ces tableaux? Est-ce que vous prenez en compte le fait que ça renvoie une certaine idéologie? Et voilà, parce qu'il me semble qu'une lecture un peu plus critique aurait été nécessaire, à la fois dans le choix des images et dans leur contextualisation. C'est le choix des représentations historiques, c'est important parce que le visuel a une importance dans la construction de la mémoire, notamment la mémoire collective qui se construit pas seulement à travers des textes, mais aussi et surtout, on va dire, à travers des images, des symboles et des représentations. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve qu'un musée quand même a une grande responsabilité dans la manière dont il met en scène l'histoire, surtout sur des sujets aussi douloureux que la traite et l'esclavage. En plus, ça entretient euh, des blessures en fait. Ça continue de perpétuer des blessures, de perpétuer des divisions euh, qui sont ni plus ni moins des héritages du système colonial. Donc je trouve qu'il y a vraiment une urgence de rééquilibrer les narrations historiques, en fait, les récits historiques. C'est plus que nécessaire là d'avoir des expositions qui montrent les autres aspects de l'histoire, tous les aspects de l'histoire, comme les résistances africaines, les alliances créées, les alliances brisées, euh, les contraintes, les manipulations, les systèmes économiques coloniaux, leur rouage, et puis montrer les visages des oppresseurs sans détour. Franchement, ça contribuerait à renouer avec une histoire plus juste et à réhabiliter une mémoire afrodescendante plus digne, complexe, oui, mais connectée à ses racines africaines sans culpabilité ni honte. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui est ressorti en tout cas de la première partie de la visite sur l'histoire de la Martinique. Et avant de passer à l'autre partie, je voulais faire juste une petite parenthèse sur qui sont les métis congolais, parce que moi ça m'a interpellé. Je me suis dit bah, pourquoi ils précisent métis congolais. Peut-être que ça a son importance. Du coup, je fais une petite minute savoir, parce que moi je savais pas, donc je partage avec vous ce que j'ai vu. Euh, donc l'expression métis congolais fait référence à des personnes nées d'union entre des Européens, donc souvent des colonisateurs, des commerçants, des missionnaires, euh, et des femmes congolaises, principalement durant la période coloniale au Congo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants occupaient souvent, enfin que les enfants issus de ces unions occupaient souvent une position sociale ambivalente, je pense un peu comme tous les métis des colonies. Euh, mais sauf qu'en Belgique et au Congo, des politiques spécifiques ont été mises en place, notamment l'enlèvement de certains enfants métis à leur mère, pour les placer dans des institutions religieuses ou des orphelinats, souvent dans le but de les civiliser et par la suite les instrumentaliser dans les colonies comme soit des intermédiaires administratifs, soit des soldats ou des travailleurs. Ils étaient perçus comme plus fiables, on va dire, ou plus proches des colonisateurs tout en étant africains. Donc voilà pour la petite info sur les métis congolais. Donc, autre point, on va dire, marquant de ma visite, ça a été les figures de l'abolition de l'esclavage. Bon, sans surprise hein, en même temps,
Celles qui sont mises en avant sont essentiellement des hommes blancs, comme Victor Schellcher, Lamartine, Louis Blanc, etc. Et bon, il n'y a pas, j'ai pas vu de mention, en tout cas des résistants noirs, ni même de ceux qui ont organisé le marronnage ou se sont soulevés dans les plantations. Voilà, ils auraient pu présenter des figures comme Lumina Sophie, Bicette Cyril ou Victor Sévère, qui, voilà, qui au péril de leur vie ont lutté contre un système inhumain. Pourquoi ils sont pas mis à l'honneur? Donc, c'est pour ça que moi j'encourage toujours les artistes à mettre ces personnes à l'honneur. Peu importe, même pas forcément les artistes, mais dès que vous pouvez en fait mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière, d'une façon ou d'une autre, faites-le. Moi, je trouve que l'absence en fait de ces récits-là, des récits euh, des résistants noirs, ça suggère vraiment une lecture assez unilatérale de l'abolition, un peu comme si la liberté avait été un cadeau venu d'en haut et non une conquête en fait arrachée au prix de lutte, de sang et de souffrance. Je trouve que les luttes internes, les résistances, les révoltes, elles étaient complètement absentes. Pourquoi toujours entretenir cette idée que la liberté a été offerte par des bienfaiteurs alors qu'elle a été surtout arrachée? Donc bon, ça c'est un autre point que j'ai constaté. Et puis, moi j'ai trouvé que les conditions de vie non plus où des personnes même qui étaient mises en esclavage étaient très peu abordées. Parce que le musée mentionne, et puis le musée mentionne à peine les châtiments infligés aux esclaves. Je crois qu'ils ont parlé seulement des 4 piquets. Et pourtant, les conditions de vie abjectes dans les plantations, les violences psychologiques et physiques étaient nombreuses, systématiques et méritent d'être documentées et montrées. Je trouve qu'en Amérique, on montre beaucoup plus facilement ce côté-là, les conditions de vie des personnes qui étaient mises en esclavage qu'en France. C'est assez... Le passé colonial n'est pas assumé. Donc, le truc, c'est que c'est pas pour entretenir le côté violent ou se replonger dans des choses qui font mal. C'est sûr que ce n'est pas l'aspect qu'on aime mettre en avant. Mais ne pas montrer cette réalité-là, c'est atténuer la violence de l'histoire. C'est empêcher de mesurer l'ampleur du traumatisme intergénérationnel et c'est contribuer à un récit national qui préfère l'oubli, en fait, au devoir de mémoire. Et je trouve qu'en France particulièrement, il y a une espèce de silence autour de cette période. Enfin, beaucoup de vérités occultées, beaucoup de parties, d'aspects de l'histoire coloniale de la France qui restent cachés en fait. Et ça a des conséquences assez graves sur la mémoire collective. Donc voilà. Donc à l'opposé, par contre, le musée propose une reconstitution détaillée de la vie quotidienne des colons, euh, leurs objets du quotidien, leur confort, petite mise en scène réaliste et tout. Et je trouve que c'est un contraste qui est assez choquant. Pourquoi consacrer autant d'espace à l'esthétique de la domination? Encore une fois, on peut interroger ce choix du musée. Pourquoi tant d'efforts pour représenter les colons et si peu pour rendre visible la vie des personnes en esclavage? Mais bon, malgré tout, il y a eu quand même aussi des choses positives, hein, parce que moi, en fait, j'ai été vraiment touchée par la résilience en fait des populations réduites en esclavage, leur créativité euh, et leur capacité à se réinventer dans des conditions terribles. À un moment dans l'exposition, donc on voit des représentations des bijoux de l'époque et tout, et c'est tellement beau, c'est magnifique. Il y a une finesse, une originalité, une beauté, une vision. Non, vraiment, ça témoigne d'une incroyable capacité, je trouve, à créer du beau dans l'horreur. Ça montre à quel point ils ont
quand même essayer d'exprimer ce qu'ils avaient en eux. Il y avait une volonté de préserver une culture, malgré l'arrachement en fait. Et, non, franchement, cette capacité-là à se réinventer dans un monde hostile, ça me fascine. Et je pense que c'est ce qui devrait ressortir plus des récits, plutôt que d'entretenir l'idée qu'on était docile. Et franchement, ce pouvoir de création, de transformation, c'est une forme de résistance en soi. Et oui, c'est une affirmation de dignité et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, ouais. C'est cette lumière-là qu'il faut aussi faire rayonner, je trouve. Parce que c'est vrai que j'aborde beaucoup de sujets un peu lourds, un peu lourds, un peu plombants, mais on est obligé de passer par là pour comprendre aussi tous les aspects. Donc voilà, donc la visite touche à sa fin, le petit tour de musée. Maintenant, je vais juste revenir sur certains points pour bien m'éclaircir le lien entre mémoire, représentation, émotion et santé mentale. Donc, le premier point que je voulais revoir, c'est l'impact psychologique en fait de la violence qui est représentée. Parce que voir encore et encore des représentations de violences infligées à nos ancêtres, sans mise en contexte, sans reconnaissance des responsabilités, sans hommage à la dignité de ceux qui ont résisté, ça ravive des blessures transgénérationnelles. C'est pas juste de l'histoire, en fait, c'est une mémoire traumatique collective aussi. Et voilà, ça peut créer un sentiment d'impuissance ou d'injustice, et ce qui nuit à notre bien-être. Moi, je vous dis, j'ai une intolérance à l'injustice, c'est tendu, quoi. J'ai vraiment du mal à supporter l'injustice. Et ouais, ça crée un sentiment d'impuissance, en fait, le fait d'être exposé à ces images-là, de savoir que nos ancêtres ont été violentés. Donc, et ça peut nourrir aussi de la colère, du dégoût, une forme de honte. Ça peut aussi altérer l'estime de soi collective. Si nos ancêtres ne sont représentés que comme des victimes passives ou comme des bourreaux contre eux, quel est notre modèle d'identification? Donc c'est pour ça que c'est important de changer ça, de rétablir les vérités et de montrer aussi les résistances, les combats, voilà, les soulèvements, et c'est dans ce sens-là que c'est important de le montrer. Et puis aussi, il y a le fait que les violences intra-africaines mises en scène sont sans nuance, en fait. Ça a un effet aussi sur... ça a un effet aussi sur nous. Se présenter uniquement des Noirs comme bourreaux sans montrer le système colonial qui les a armés, manipulés ou contraints, c'est réduire une réalité complexe à un récit finalement qui est biaisé. Et ça peut entraîner un sentiment de trahison identitaire, comme j'ai déjà pu le souligner plus tôt. Un sentiment de trahison identitaire qui, du coup, qui est à l'origine des discours du type voilà, les Africains nous ont vendus, on a été trahi par nos frères, etc. Et ça provoque une division intérieure, finalement, un conflit émotionnel. Et l'effacement des responsabilités des oppresseurs aussi a un effet sur nous. Ce quand les colons, les esclavagistes, les institutions européennes sont absents des récits ou à peine mentionnés, on laisse place à un déni de violence structurelle. Or, ce déni a des effets puissants sur notre santé mentale parce qu'il banalise le racisme systémique actuel en le déconnectant de ses racines historiques. Il désoriente aussi en brouillant la compréhension des rapports de force et il empêche de travail de deuil, de reconnaissance, de réparation. Autant de processus qui sont essentiels au bien-être psychique collectif. Et puis, je voulais revenir aussi sur le petit salon bourgeois. Le petit salon bourgeois, c'est l'exemple même de la glorification du modèle de l'oppresseur.
Quand les seules figures qui sont valorisées sont des figures issues du monde colonial ou européen, ça alimente une forme de normalisation de l'aliénation. Parce qu'on apprend à valoriser ce qui vient de l'extérieur, à minimiser nos propres préférences culturelles, nos propres héros et héroïnes. Ça renforce aussi un sentiment d'infériorité qui est intériorisé. Des fois, c'est inconscient. Ça peut aussi entraîner des stratégies d'adaptation toxiques qui passent par un rejet de soi, une hyperadaptation à la culture dominante, ou au contraire une anxiété vis-à-vis de cette culture dominante, de vivre au milieu de ceux qui semblent être des oppresseurs, de vivre au milieu en fait du peuple dominant. Ça peut développer une agressivité défensive ou de l'anxiété, de la peur. C'est que ça génère sur nos émotions et notre bien-être en fait. Face à ces représentations-là, déshumanisantes ou ces absences de représentation, on peut ressentir de la tristesse, une tristesse chronique ou une forme de fatigue identitaire. On peut vivre aussi une espèce de dissonance émotionnelle. Ne pas savoir s'il faut être fier, en colère, honteux, triste. Et on peut aussi éprouver un désancrage, une difficulté à se projeter avec fierté dans sa lignée, dans une continuité. Donc c'est ça ce que ça peut générer sur nos émotions et notre bien-être. Et que faire du coup? Que faire? Alors déjà, juste le fait de prendre conscience de tout ça, c'est déjà un acte de soin. C'est déjà un acte de soin en soi de déconstruire certains récits, de changer de regard sur notre histoire. Et c'est essentiel après ça de créer aussi nos propres récits, de rééquilibrer l'histoire en mettant en avant nos résistances, nos savoirs, nos sagesses. Et je trouve que c'est ce qui ressort de plus en plus maintenant. Et c'est génial. Et puis mettre des mots sur les émotions, que ces expositions, ces expériences face au racisme font naître en nous. Mettre des mots sur les émotions qu'on ressent face à tout ça, face aux images du passé, aux récits du passé, et ce que ça fait naître en nous. Et puis ne pas balayer ça comme si, voilà, comme si on pense que ça nous touche nous seulement ou que c'est qu'on est un cas unique, pas du tout en fait. Et puis transformer la mémoire en force. Faut voilà s'appuyer sur la résilience, la créativité, la puissance de celles et ceux qui ont survécu et transmis. Donc voilà, la visite touche à sa fin et cette visite m'a laissé beaucoup de réflexions que j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous. Elle met en évidence selon moi un vrai besoin de rééquilibrer les récits, de rendre justice en fait à toutes les facettes de notre histoire, en particulier celles qui ont été volontairement oubliées ou déformées. Parce que l'histoire, ce n'est pas juste une suite de faits figés, c'est une construction et il est essentiel que cette construction-là soit honnête, complète et qu'elle nous permette de nous reconnaître pleinement dans les récits qu'on transmet. Donc voilà, donc je termine avec une petite question, comme d'habitude. Donc j'aimerais bien savoir ce que cette visite a éveillé chez toi, comment ça a résonné en toi. Voir ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.